Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. C'est l'heure de Presse Éco, votre émission hebdomadaire de débat, d'analyse et de commentaires qui vous permet donc de revenir sur les points qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous avons sur la liste 4 sujets, 2 au plan national et 2 au plan international. Pour le plan national, nous allons parler, premier sujet, du code électoral, dont le débat enfle toujours avec de nouvelles actualités. C'est d'abord la saisine du Conseil constitutionnel par les députés de l'opposition. Et puis également, ce sera aussi le CFOP qui annonce donc des marches par rapport à ce code électoral. Nous allons en parler. Et puis, second sujet, c'est la guerre de communiquer entre organisations professionnelles des médias autour donc du processus de mise en place de la nouvelle équipe du CSC. Et puis en international, ce sera d'abord la Côte d'Ivoire avec la loi d'amnistie accordée par le président Ouattara à 800 prisonniers politiques dont Simone Babo, et puis le retrait officiel du PDCI du processus de mise en place du RHDP, le parti unifié. Et puis enfin en international, ce sera la RD Congo avec Kabila qui se met en retrait de la présidentielle à venir et choisit un dauphin. Pour évoquer ces différents sujets, j'ai autour de moi, autour de ce plateau-là, 4 invités, 4 personnes que vous connaissez. D'abord, à ma gauche, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, il est ancien présentateur du journal. Merci Ali Mamadou Kompaoré d'être venu sur ce plateau. Et puis Inoussa Ouedraogo, il est journaliste, directeur de publication de Bendre, un hebdomadaire d'information, d'analyse et d'investigation, paraissant les lundis. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudo, il est directeur de la radio des écoles. J'ajoute que André est aussi président de l'association des médias communautaires, AMC. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, Évariste Concebo, il est chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, qui est un journal spécialisé. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et porte-parole du Forum alternatif des citoyens, FORAC. Merci d'être sur ce plateau, Évariste Concebo. Tout de suite, on va démarrer avec notre premier sujet, c'est le code électoral, qui est loin donc de s'estomper. Donc ce débat-là, il revient en tout cas avec de nouveaux faits. Par exemple, le recours formé par donc les parlementaires, donc la majorité, l'opposition pardon, au niveau du Conseil constitutionnel, et puis le CFOP qui annonce des marches. On a aussi la sortie des ministres où on a remarqué une certaine cacophonie dans les explications, et puis la société civile, notamment celle nationale, où 16 organisations ont publié un communiqué, mais également le CSBE, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger de France aussi, qui a publié quelque chose. Alors, on se pose un certain nombre de questions. D'abord, sur le recours, Évariste Concebo, sur quoi justement porte le recours qui a été formé par les députés donc, de l'opposition politique? Non, le recours en tant que tel porte sur les points notamment qui constituent en fait des atteintes en fait à la Constitution, notamment sur les questions par exemple du droit de vote. Parce qu'on a vu que tout l'ensemble de la panoplie des mesures qui ont été donc prises, notamment que ce soit au niveau donc des documents de votation, que ce soit au niveau donc des documents de votation qui vont exclure une grande partie des Burkinabés, c'est-à-dire qui vont donc empêcher une grande partie des Burkinabés donc d'exercer en fait leur droit de vote, que ce soit encore au niveau donc des lieux, de la désignation des lieux. On a pris le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, qui est emblématique. Vous avez que 4 endroits où on peut voter avec une population astronomique. Quand on regarde que le code prévoit la mise en place des bureaux à partir de 800 électeurs, vous divisez, vous retrouvez 30 à 40 000 électeurs par bureau, ce qui n'est même pas possible. Donc ça constitue des entraves, c'est sur la base des entraves, et notamment aussi sur la question par exemple du mode d'enrôlement, qui a aussi matière. Donc c'est sur l'inconstitutionnalité de cette loi-là que l'opposition donc va formuler donc ses arguments et ses argumentaires. Donc ça c'est une option. Ceci étant, il y a l'autre option aussi. Et nous, on a entendu dire aussi que l'opposition a formé des arguments, ces moyens développés, par exemple, que l'exposé des motifs est vraiment très lacunaire, qu'il n'y a vraiment rien qui explique le fait que ces dispositions-là, notamment, qui réduisent la carte d'électeur, la pièce d'identité à la CNIB, soit suffisamment motivée. En plus du fait que apparemment le règlement de l'Assemblée n'a pas été respecté dans le processus. Bon. C'est vraiment dommage qu'on soit à ce niveau du débat, parce que comme moi je l'ai toujours dit,
moi je m'interroge toujours de ce que ce type de débat, ce type d'agenda politique apporte à nos populations. Je constate malheureusement que depuis l'élection de 2015 et depuis la seconde arrivée donc de Zéphirin Diabré au niveau du chef de file de l'opposition, c'est la première fois véritablement qu'on engage une bataille avec autant d'énergie et allant même jusqu'à évoquer des éventualités de marche dans les jours à venir pour justement faire en sorte qu'on revienne sur ce code électoral. C'est leur droit, mais moi en tant que Burkinabé, j'avoue que je suis un peu déçu. Déçu de voir que ce sont sur ce type de débat-là que nous sommes aujourd'hui. Je suis déçu de constater que sur des questions assez sérieuses qui touchent le quotidien des Burkinabés, qu'on n'ait pas vu véritablement notre opposition. Je prends un exemple concret. Il y a eu des révélations des médias faisant état de ce que les audiences sont monnayées du côté de la présidence du Faso. Est-ce qu'on va, on n'est pas sur l'opportunité, l'opportunité de ce débat, mais on est à l'intérieur du débat. Là, il y a un recours qui est formulé. C'est des préalables que je vais poser pour donner mon avis. Oui, mais ça, c'est vraiment un jugement sur l'opportunité de mener ce débat ou pas. Là, nous sommes sur un cas concret où les députés de l'Assemblée, l'opposition à l'Assemblée, ont saisi le Conseil constitutionnel sur la base d'un certain nombre d'éléments pour dire que la loi est inconstitutionnelle. Est-ce que sur ça, tu as quelque chose C'est ça, j'ai dit. C'est un débat sur lequel j'aurais attendu, moi. J'ai dit mon opposition. L'opposition dont je rêve, c'est de voir poser vraiment les problèmes qui concernent les Burkinabés. Or, je constate que c'est d'abord un problème qui touche à comment ces hommes politiques-là vont arriver au pouvoir. C'est là que j'ai dit que le débat est d'abord biaisé. Et que c'est dommage qu'on en soit là à mener ce débat qui n'apporte véritablement rien au quotidien des Burkinabés pour qui ils prétendent se battre. Ça, c'est le débat de principe. Maintenant, ils peuvent effectivement, dans une démarche républicaine, saisir les structures en la matière pour statuer. Et je salue la démarche de l'opposition d'aller vers justement le Conseil constitutionnel pour voir est-ce que les démarches qui ont été entreprises jusque-là du côté de l'Assemblée nationale pour le vote de cette loi-là respectent les règles de notre pays. Ça, c'est leur droit. Mais je regrette véritablement que nous soyons à ce niveau du débat alors que véritablement ça n'a pas d'impact réel sur le vécu quotidien des Burkinabés. D'accord. Ali, est-ce qu'on pourrait s'attendre à quelque chose du genre que le Conseil constitutionnel déclare cette loi-là inconstitutionnelle? Est-ce qu'il y a des fortes chances? Bon, si normalement le Conseil constitutionnel fait bien son travail, je crois que cette loi-là devrait être rejetée, tout simplement. Parce que mais ça, c'est un jugement personnel. C'est un jugement. C'est ce que vous m'avez demandé. C'est ce que vous m'avez demandé. Le Conseil constitutionnel fait bien son travail. Vous m'avez demandé. Il peut aussi estimer que la loi ne pose pas un problème. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel rejette cette loi. C'est ça, je vous dis que si le Conseil constitutionnel fait bien son travail, cette loi ne devrait même pas passer. D'un seul iota, ça ne doit pas passer. Parce que quand on prend la carte consulaire, c'est écrit qu'elle tient lieu de carte nationale d'identité. Voilà, elle équivaut à la carte nationale d'identité. Est-ce que ça voudrait dire que si la loi était jugée constitutionnelle, le Conseil n'aurait pas bien fait son travail? Oui, pour moi, si le Conseil constitutionnel accepte cette loi, elle se met toujours dans la même lignée que 2015, où elle a invalidé des gens et puis accepté la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été le premier à dire que la limitation des mandats était anticonstitutionnelle et que lui, on l'a laissé passer et on a pris d'autres au collet. Donc je pense, et puis ça me fait peur parce qu'il y a des anciens députés MPP qui ont démissionné de leur poste de député MPP, tout le monde a salué, alors que c'était une entourloupe pour se retrouver au Conseil constitutionnel. Et ces gens-là, il y a des doutes objectifs que ces gens-là ont été préparés pour
dire le droit à l'envers. Le Conseil constitutionnel, c'est un collège, il y a 9 oui, sages. mais il y a 9 sages à l'intérieur. Si Larba Yaraga se retrouve dans la direction du MPP, il est aujourd'hui au Conseil constitutionnel. J'ai dit, ça ne fait pas de lui. Oui, il y a 9 sages, on les appelle des sages, mais je ne suis pas sûr que M. Larba Yaraga dont vous parlez soit sage. Sinon, il n'aurait pas accepté d'aller au Conseil constitutionnel de cette manière-là. André Génibidou, si cette saisine démarche républicaine change mitigée, alors qu'est-ce qu'on dit? Non. En ce qui me concerne, moi je suis un démocrate jusqu'au bout des ongles. D'accord. J'ai dit, on a amené une loi à l'Assemblée nationale, il y a une structure qui est habilitée à voter les lois. Et en démocratie, c'est le nombre qui compte. Le nombre peut ne pas avoir raison. Mais en démocratie, tout le monde convient que ce sont les plus nombreux qui décident pour les moins nombreux. Ça ne veut pas dire que les plus nombreux ont forcément raison. La loi a été votée par l'Assemblée nationale. Ils ont eu le nombre requis pour faire passer la loi. En démocratie, quand vous n'êtes pas d'accord avec une loi, il y a une institution à laquelle vous devez vous tourner. Et je salue le fait que l'opposition se retourne vers le Conseil constitutionnel pour demander de dire si la loi est conforme à notre Constitution. Attendons que le juge constitutionnel dise. Quand ils diront leur loi, on peut juger sur ce qu'ils vont dire. Parce que c'est eux qui sont habilités à dire si c'est conforme à la Constitution. Moi, je ne fais pas de jugement de personne où je n'entrevois pas. Okay. Donc voilà ma position. Maintenant, mais quand même, laissez-moi, parce que sur ce code électoral-là, je voulais dire, vous savez, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, tout le monde fait du dilatoire. Je voudrais appuyer sur ce que Younoussa a dit, mais vraiment en grand. Si l'opposition disait, nous avons 800 000 électeurs en Côte d'Ivoire, 885 000. Nous souhaitons, pour ceux qui sont enrôlés. Nous souhaitons que le gouvernement prenne les dispositions pour que en un mois, on donne une carte d'identité burkinabé à tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Et ils disent au gouvernement, nous savons que vous avez les moyens. Et nous savons que si vous voulez, vous allez le faire. Donc, et c'est là que... Est-ce à dire que... Et j'attends. Je termine. Vous voulez dire à l'opposition les principes, parce que un état de droit, c'est aussi des principes. Donc, s'il y a des principes, alors on laisse les principes et puis on parle des faits matériels. Le principe sur lequel ils se battent, c'est pourquoi j'ai dit en démocratie, tout ce qu'ils ont prévu de faire là, c'est la règle démocratique. Ils veulent marcher. Je souhaite que le maire leur permette de marcher. Je souhaite que l'administration territoriale et la sécurité mettent les forces de l'ordre pour les encadrer, pour assurer leur sécurité, pour qu'ils exercent leur droit constitutionnel qui dit quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on manifeste. Je pense que dans un régime démocratique, quand on n'est pas d'accord, la loi vous permet de dire ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, très rapidement. En fait, je ne comprends pas qu'on puisse dire que ce débat-là, il n'apporte rien au quotidien des Burkinabés. C'est très grave. Parce que pourquoi? Il s'agit en fait des mécanismes et des dispositions qui vont permettre à des Burkinabés de choisir les dirigeants. Lesquels dirigeants vont gouverner, vont prendre des décisions qui vont impacter la vie au quotidien des Burkinabés. Et ça, ce n'est pas anodin. Et il s'agit donc de prendre les bonnes personnes, de décider des bonnes personnes qui vont aller gouverner. Donc, c'est la base même. Donc, il faut qu'on s'entende, c'est très important. De façon abstraite, on peut penser que c'est un débat stérile qui n'apporte rien, mais c'est très faux. Parce qu'il s'agit là, l'enjeu ici, c'est de choisir les bonnes personnes qui vont prendre les bonnes décisions pour que si on est malade, nous sommes malades, nous puissions avoir accès aux soins, pour que nous puissions envoyer nos enfants à l'école, que nous puissions manger, que nous puissions trouver des emplois stables. C'est un. De deux, en fait, un des arguments, je n'ai pas eu tous les arguments, mais un des arguments massus qui est là, c'est que c'est la remise en cause de la carte consulaire. Parce que la carte consulaire, qu'on se le tienne, hein, ce n'est pas une invention du Burkina. La carte consulaire a été régie par les conventions de Vienne de 1863. Et ce sont des diplomates chevronnés de l'État burkinabé et qui ont donc piloté tout ce processus. Et ça, ça a valeur. Et on ne peut pas vouloir venir redéfinir des règles, les règles du jeu démocratique avec des critères politiques
C'est ça, c'est très grave. Il n'y a pas que la carte consulaire, il y a aussi même la mise en place du fichier, parce que ce qui est contesté quand on regarde un peu, c'est la question de l'enrôlement biométrique, l'enrôlement plutôt électronique avec les SMS et tout ça qui est contesté. Est-ce que on en a même parlé la semaine dernière, mais alors on va évoluer. Parce que ce débat-là, il y a matière. On a déjà beaucoup parlé de ça. Moi, je veux qu'on avance sur les faits nouveaux. Sur les faits nouveaux, l'opposition a dit qu'elle va marcher. Elle vient d'annoncer qu'elle va marcher, elle va faire des marches. Alors, je voudrais que vous prononciez là-dessus. Ali. Mais ça, c'est le droit de l'opposition de trouver la stratégie pour aller contre ce code électoral qu'elle juge impropre pour les Burkinabés. On n'a pas à lui dire que les Burkinabés ont autre chose à faire, ils ont faim, on aurait dû non. En 2014, bien entendu, les Burkinabés avaient faim, mais il y a des gens qui ont choisi d'aller brûler l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas qu'on dise aux gens ceci, cela. Quand des gens ne sont pas d'accord, et je pense même qu'il faut saluer l'opposition burkinabé actuellement, parce qu'elle, au moins, elle veut marcher, elle veut passer par des voies démocratiques pour dire la loi. Mais ailleurs, il y a quelques années, on n'a pas utilisé cette méthodologie. Et ce qui est aberrant, c'est ceux qui ont brûlé. Il y a 4 ans qui disent aujourd'hui, écoutez, les Burkinabés ont faim, au lieu qu'on parle de la faim des Burkinabés, au lieu que vous marchez. Mais non, attendez, du sérieux. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, comme aime dire le doyen ici. On n'est pas des cons. Et je pense que l'opposition burkinabé a raison de manifester pour demander à l'État burkinabé de revenir sur sa loi. Parce que l'État burkinabé qui a délivré ses cartes consulaires, c'est l'État burkinabé qui perçoit de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un État voyou qui délivre des faux papiers, qui prend de l'argent et qui dit après, ces papiers-là ne sont pas bons. Mais non. Je pense qu'il faut même attraire l'État devant la justice. Donc, mais il faut dire que on allait en parler dans la communication gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a tenu à préciser que la carte consulaire, elle est authentique, elle est fiable. Donc ça au moins on peut dire que déjà à la décharge de la diplomatie burkinabé, il y a un rattrapage quand même. Lui il dit ça, mais il y a son ministre de l'administration du territoire, Simeon Saodogo, qui a dit à l'Assemblée nationale devant des députés hilars que qu'est-ce qu'un Koné, ça veut dire qu'il est burkinabé, un Ouattara, qu'est-ce qu'il dit qu'un Ouattara est burkinabé? D'accord. Mais on va s'en tenir à ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, parce que c'est lui qui est en charge de la sécurité, le ministre de l'Intérieur aussi, de la protection consulaire des ressortissants. Quand je voulais dire qu'il y a un débat que l'on peut mener qui est sain et qui peut aider tout le monde, vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, si on demande à 800 000 personnes d'aller voter en 4 endroits, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Tout le monde sait que mathématiquement, ce n'est pas possible. J'aurais aimé que l'opposition, avec la mouvance présidentielle, se mette ensemble pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller leur demander de permettre qu'on ouvre autant de bureaux pour ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Parce que le cas récent, c'est le Mali. Il y a eu des accords. Et le ministre Alpha Bari en a parlé déjà. Mais ce que je veux dire, ça veut dire ce sont des accords que l'État a établis avec le pays d'accueil. Je suis d'accord pour ce que l'opposition fait. Mais là où on doit se concentrer nos efforts pour régler le problème là. Parce que même si, admettons même que le Burkina, la majorité revienne avec la carte consulaire. Et qu'avec la carte consulaire, vous avez 4 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas voter. Oui, mais là, je crois que la plateforme de l'opposition. Je pense que dans les problèmes qui sont posés aujourd'hui par l'opposition, les lieux de votation font partie, tout comme la carte choisie consulaire, tout comme le mode opératoire du recensement électoral. Voilà. Et nous ça rapidement sur la marche annoncée par l'opposition. Je voudrais dire 2 choses. Oui. Premièrement, sur le fait que on a effectivement marché à un moment donné de l'évolution historique de ce pays pour brûler l'Assemblée nationale. C'était le même chef de file de l'opposition qui était à la tête de cette opposition qui a conduit cette insurrection populaire. C'est très important. Je voudrais aussi ajouter que malheureusement, nous avons marché, nous avons brûlé une assemblée, mais certains ont tué, ont versé du sang pour arriver au pouvoir. C'est très fondamental. C'est l'histoire du Burkina, je n'invente rien. Deuxième élément, je dis encore et je le répète, nous sommes en train malheureusement de mener un débat qui, à mon sens, n'en vaut pas la peine, simplement parce que pour moi, tout agenda politique qui ne touche pas et qui ne change pas le vécu quotidien des Burkinabés, là, moi je m'en débarque. Mais Inoussa, question assez pragmatique. Est-ce que le choix des dirigeants n'est pas aussi important pour les politiques à mettre en place
pour s'occuper des besoins des populations. Est-ce que le choix des dirigeants ne font pas le développement? C'est très important. Est-ce qu'on doit jouer sur les règles de choix de ces dirigeants-là? On ne joue pas sur les règles de choix. Je constate simplement qu'il y a un code électoral, qu'avant que ce code électoral-là soit voté à l'Assemblée, il y a eu débat entre une majorité et une opposition. La politique étant le jeu du rapport de force, la majorité a gagné. Peut-être que les normes n'ont pas été respectées en la matière. D'où, je disais tout à l'heure que je salue la démarche de l'opposition qui consiste à saisir le Conseil constitutionnel. Et des marchés aussi, non? C'est leur droit le plus absolu. Ça aussi, c'est démocratique. Ah oui, ça aussi, c'est démocratique, c'est très important. C'est leur droit le plus absolu. Mais moi, en tant que Burkinabé, croyant en cette classe politique-là, je dis que vous êtes en train de jouer hors jeu. Qu'il soit de la majorité ou qu'il soit de l'opposition, l'agenda politique aujourd'hui des Burkinabés là est loin de leur réalité à eux. Merci. Et qu'en définitive, je termine s'il vous plaît, et qu'en définitive, ce qui doit préoccuper ces hommes politiques là, et je sens que ce n'est pas le cas malheureusement, parce qu'il y a eu par exemple le projet sur les PPP. J'aurais aimé voir un an après, c'était en juillet 2017, un an après que l'opposition nous dise aujourd'hui où on en est. J'aurais aimé voir cette opposition là demander par exemple une enquête parlementaire sur la façon dont notre sécurité, notre défense est gérée aujourd'hui. J'aurais aimé voir une opposition qui se saisit des questions de corruption soulevées par des structures comme le RELAC pour dire à nos autorités qui nous gouvernent là où on en est avec la lutte contre la corruption. C'est de cette opposition que je rêve. Une opposition qui prend à bras le corps les problèmes des Burkinabés. Malheureusement, nous avons affaire aujourd'hui à une opposition et à une majorité aussi qui se battent soit pour conserver leur pouvoir ou les autres pour arriver au pouvoir. Merci Inoussa. C'est ça qui est dommage. Merci Inoussa. Oui. Évariste. C'est les règles. En fait, les gens veulent changer les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir. Mais les victimes, c'est qui? C'est les populations burkinabées. Mais là, ce dont il est question, c'est quoi? C'est que on veut. Il y a une partie qui veut donc politiser la définition des règles du jeu électoral qui doivent faire l'objet d'un consensus. Ça, c'est universellement admis. Maintenant, c'est vrai. Bon, moi, je m'étonne que on est déjà, à ma connaissance, on n'a pas encore fait le procès des marches pour dire que tel ou tel a conduit. Parce qu'à ma connaissance, nous tous nous sommes sortis pour les grandes marches, mais c'était contre la modification. C'était pas pour brûler l'Assemblée, encore moins pour brûler la maison. On va pas revenir sur donc, c'est très dangereux de tenir. Non, laissez, c'est important. Qui relève du passé. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape de l'histoire. On va continuer. Sur ce plateau, on va pas revenir. Évitons de nous emporter sur certains clivages qui sont très, très dangereux. Maintenant, c'est vrai, bon, on a beau dire tout ce qu'on veut dire, mais quelles sont les voies et moyens que l'opposition dispose dans une démocratie normale pour se faire entendre? D'accord, merci. Je voulais ajouter quelque chose. L'opposition burkinabé a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le code électoral. Oui. Et pour se faire entendre, elle va marcher. Et je trouve que c'est son droit. D'accord. Voilà. C'était déjà dit. Voilà. Maintenant, je termine pour dire que quand il y a eu insurrection, ceux qui ont brûlé, ils ont marché aussi sur le corps des gens pour aller au pouvoir. Ils ont marché sur le corps des enfants. Je reste avec toi. Je reste avec toi sur la cacophonie du gouvernement, la communication du gouvernement. Un mot là-dessus, très rapidement. Et puis, on va aussi évoquer en même temps les OSC qui ont commencé à réagir également, dont le Conseil supérieur de Burkinabé de l'étranger de France qui a fait publié un communiqué hier seulement. Aujourd'hui nous sommes samedi, hier donc vendredi. Très rapidement, le gouvernement qui communique mal sur le sujet, est-ce à dire que finalement c'est une caverne d'Ali Baba que ce code électoral, si le gouvernement lui-même qui était porteur donc du projet de loi n'arrive pas à donner une explication assez claire, ou du moins que des ministres se contredisent sur la place publique, très rapidement. Bon, on dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et puis les mots pour le dire arrivent aisément. Donc si la cacophonie dont vous parlez, elle est nette, il y a eu des ministres qui sont sortis, Rémi Dandjinou est sorti, Alpha Barry est sorti, Simo Komporé est sorti, Simeo Savadogo est sorti, Clément Savadogo, Stanislas Ouaro est sorti. Tous ces gens, personne n'a dit la même chose. Ça veut dire que le sujet qu'ils veulent défendre est indéfendable. Donc ils ne peuvent pas avoir les éléments de langage pour le dire. Rémi Dandjinou qui a été reçu par Aubin Eguebré, rédacteur en chef de BF1 dans, comment on appelle l'émission, Surface de vérité.
aller même jusqu'à dire que le gouvernement burkinabé a fait appel à une agence de communication internationale pour l'aider dans sa communication. D'accord. Bah, eh bien, monsieur Rémi Dandjinou, si vous m'écoutez, cette agence de communication est nulle parce que tout ce que vous dites actuellement est inaudible sur la carte consulaire qui est assez simple. Merci Ali. André Jean Yiboudo, sur la question le gouvernement, une fois de plus, on a par plusieurs fois rappelé cela ici, le gouvernement, une fois de plus, on voit 6 ministres qui sortent et 6 propos différents par rapport à un même sujet. Ben, le drame pour le gouvernement, pour ce gouvernement, c'est parce que c'est la première fois qu'ils communiquent mal. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de bons communicateurs. Le drame, c'est que ceux qui pouvaient les aider à bien communiquer, on les a chassés, on les a mis au placard. Ah non, non, mais bien au contraire. Est-ce que bien au contraire, le gouvernement a des bons communicateurs. Le ministre des Affaires étrangères est un communicateur. Le ministre de la communication est un communicateur. Le haut représentant du chef de l'État est un communicateur. Le président du FASO s'est ajouté un conseiller spécial qui est communicateur. Donc on ne peut pas dire que l'agence internationale voilà, le gouvernement n'a pas de communicateur. Voilà. Je vous le concède donc. Mais ce qui veut dire, vous savez, il y a des sujets sur lesquels, si vous ne travaillez pas ensemble sur le sujet, vous ne pouvez pas avoir une même langue, comme on dit en Morée. Si vous ne travaillez pas ensemble, si c'est chacun qui... Je me demande même si ces dossiers-là sont lus et étudiés par les gens qui sont aux affaires. Parce que si vous n'avez pas le temps pour travailler ensemble, pour arrêter une stratégie de communication, je ne voudrais pas trop appuyer sur mon jeune frère Ali Comporé, mais il a totalement raison. Parce que la matière sur laquelle vous-même vous n'êtes pas d'accord pour donner une même vision, chacun va tirer à huée à dia, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, très rapidement, Inoussa, sur cette, parce que c'est le gouvernement, ce qui est important, c'est que dans la communication du gouvernement, ce soit plus explicite dans les esprits des citoyens qui sont en fait les consommateurs des services du gouvernement. Alors, quand si des ministres disent des choses qui ne sont pas dans le même axe, est-ce que ça ne pose pas réellement de problème? Est-ce qu'il y a un problème de compétence, d'harmonisation ou d'organisation même de cette communication-là? Bon, je ne sais pas vraiment si tous les 6 ont dit 6 arguments différents. Je ne sais pas. Alors, dans tous les cas... Par exemple, le ministre Vincent Dabilgou, par exemple, a dit que la carte consulaire n'est pas fiable. Et Alpha Bari, à contrario, a dit qu'elle est fiable et authentique. Le ministre Ouaro Stanislas donc, a dit que il y a des magistrats dans les chancelleries des ambassades pour donner les certificats de nationalité. Et ce que le ministre Alpha Bari a retoqué comme étant faux. Simeon Sawadogo a dit aussi dans la même question de fiabilité et aussi d'identification. Donc c'est autant de choses qui ont été dites, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est la preuve encore que assez souvent, nous autres citoyens, nous sommes utilisés pour atteindre des objectifs non avouables. Et c'est regrettable vraiment que notre gouvernement n'arrive pas à harmoniser sa communication et parler le même langage. C'est très dommage. Et quand les Burkinabés assistent à ce type de comportement, ça donne à réfléchir encore sur la classe politique burkinabé. Mais dans tous les cas, il appartient à ce gouvernement de travailler aussi bien sur cette question du code électoral que surtout pour l'intérêt supérieur du Burkina, qu'ils apprennent à harmoniser leur discours, que tout le monde ne parle pas aux médias de tous les sujets. C'est le minimum. Qu'il y ait vraiment, on laisse le porte-parole du gouvernement. Effectivement, on a remarqué que pour le gouvernement, en tout cas sur ce coup-là, et puis bien d'autres aussi, chacun parle aux médias sur des sujets comme ça. Qui ne sont même pas peut-être de son département, par exemple. C'est dommage, nos ministres, ils aiment les médias. Ils veulent parler partout, ils veulent se faire voir, ils veulent toujours parler. Donc, dès qu'ils voient la moindre caméra, allez, on y va. Alors, il n'y a pas de retenue et c'est très dommage. C'est trop grave, c'est dommage. Non, je constate, je suis journaliste sur le terrain, je vois des questions sur lesquelles nos ministres interviennent qui souvent ne relèvent même pas de leur ministère. Merci. Des sujets qu'ils ne comprennent malheureusement souvent pas, merci, mais quand on voit, ce n'est pas intéressant. Merci. Alors, très rapidement. Vous avez oublié les acteurs qui oui, très important. Oui. C'est l'ambassadeur Zongo qui est en Côte d'Ivoire. Ok, lui d'accord. aussi a donné sa version. Tout à fait. Il a dit que la carte était fiable. Ah oui, et ça, c'est une version qui, de mon point de vue, est professionnelle. D'accord. Ouais, voilà. Donc, cette cacophonie, ça dit quoi? C'est des demi-vérités. Vous avez beau chercher à... C'est des manipulations derrière, politiques. D'accord. C'est ça ce qui fait dire que... Parce que les règles du jeu électoral doivent être
obéir à un consensus. On ne peut pas venir politiser ces règles-là. Et c'est à force de vouloir les politiser qu'on se retrouve avec des cacophonies de ce genre. D'accord. Alors, on va rappeler que la société civile, pour aller vite, la société civile, au niveau national, il y a eu 16 organisations qui ont signé une déclaration commune, dans laquelle déclaration on peut retenir qu'elle demande au chef de l'État de ne pas promulguer la loi. Ça peut être une solution aussi de sortie donc de crise dans ces débats. Mais il y a aussi le Conseil supérieur de Burkina Faso de l'étranger de France, donc qui a publié aussi un communiqué. Je vais prendre deux aspects. Deux considérants de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que considérant que les dispositions du nouveau code constituent une entrave notoire à la pleine participation des Burkinabés de l'extérieur aux consultations nationales, considérant que le vote de Burkinabé est un droit constitutionnel, nous, délégués CSBE de France, par cette déclaration, regrettons que la diaspora n'ait pas été consultée en amont dans l'élaboration du nouveau code électoral. Voilà un peu, demandons d'ores et déjà aux autorités du Burkina Faso de prendre des dispositions permettant l'établissement et le renouvellement du passeport, de la CNIB et des cartes consulaires dans les ambassades et les consulats généraux. C'est un peu... C'est un forum récemment qui a réuni la diaspora, mais ils n'ont pas, à notre entendement, ils n'ont pas eu... Voilà. D'accord. C'était juste... Voilà, merci. C'est pour dire simplement que le débat aussi... continue même pour ceux qui disent que ce n'est pas un débat de la diaspora et que c'est les politiques à l'interne. Bon, là quand même ce sont des structures représentatives dans la diaspora qui élèvent aussi la voix. Alors on va terminer sur le second sujet au plan national, c'est la querelle au niveau donc des professionnels. Non, on est déjà passé. On avait deux sujets sur le plan national. Alors le second sujet, c'est le Conseil supérieur de la communication. Le nouveau conseil a été installé après la prestation des serments. Il y a eu l'installation la plus des charges du président. Mais dans un environnement quand même difficile, parce que il y a une guerre de communiqués, on va dire. L'AJB Lucinatique avait écrit évoquant un processus clandestin pour ce qui concerne le choix des deux représentants des médias. Et puis l'ACEP, l'UNALPHA, l'UBS TV, l'AEPL, donc ont réagi, qui sont les organisations donc, de la presse en ligne, des télévisions et des radios, et de la presse écrite ont réagi à cette accusation de clandestinité. Et puis la JB à nouveau et les Lucinatique ont réagi. Et puis bon, donc on a vu aussi le ministre de la Communication, Rémi Dandjinou, à l'émission Surface des Vérités, qui a dit que la JB, en tout cas n'a pas cité la JB Lucinatique comme étant des organisations professionnelles. Donc tout le débat est là aujourd'hui. Qui est organisation professionnelle, qui ne l'est pas? Je vais vous poser la question. C'est pas pour rien que j'ai présenté André et Eugène aujourd'hui comme association des médias communautaires. Et je rappelle aussi que Inoussa est membre de la CEP. Donc c'est juste pour vous poser en tant que professionnel et puis en tant que aussi membre de ces organisations-là. Est-ce que l'AJB et le Lucinatique ne sont pas des organisations professionnelles? La première des choses qu'il faut dire, c'est que je suis un petit peu étonné parce que ceux qui ont créé la maison de la presse Norbert Zongo, la CEP, le Lucinatique, l'AJB sont membres créateurs de cette maison-là. Et ça m'aurait étonné que la CEP ait une nouvelle et que ceux qui gèrent même cette maison ensemble-là, ils ne soient pas au courant. Mais cela dit, moi je ne suis pas membre de la CEP, donc, mais je constate qu'il y a des gens, ils travaillent ensemble pour plusieurs causes. Si la CEP arrive à clandestiniser une information, bon, je dirais que c'est mal parti pour la maison de presse Norbert Zongo. Ça, c'est un point de vue simplement que je voudrais donner. Mais ce que je voudrais dire pour le CSC, avec tout le respect que je dois pour les ouvriers de la plume, comme on appelle les journalistes, la question du CSC là, quand vous, directeur de publication du journal du soir, quand votre journaliste écrit quelque chose, qu'il diffame quelqu'un, et qu'on la traite devant le CSC ou devant le tribunal, mais c'est vous qu'on appelle, et ensuite vous appelez votre journaliste. On n'appelle pas votre journaliste directement. La question du CSC là concerne d'abord, avant tout, et sans minimiser aucun rôle, les patrons de presse, parce que c'est leur affaire. Moi je crois que toute la bataille que l'on mène là, c'est une bataille idéologique. Mais pour l'idéologie là, on ne pourra jamais trouver de choses. Encore une fois, je suis membre d'une association professionnelle. L'AJB est une organisation professionnelle qui regroupe des gens qui travaillent dans les médias. Les patrons de presse ont leurs associations qui règlent les problèmes des patrons de presse. Je crois que il faudrait que chacun accepte d'être à son rôle.
J'ai du respect pour le Mais CNT. quand J'ai du respect pour la JB. Le CSC ne règle pas que le problème des patrons ou le problème des entreprises. Le CSC parle également de la liberté de presse. Et quand on parle de la liberté de presse, c'est aussi bien les journalistes, non? Est-ce que c'est seulement les patrons? Non, c'est pourquoi j'expliquais que s'il y avait un problème de liberté de presse, par exemple, pour illustrer ma pensée, si M. Nayoum Touré, qui est coupé actuellement en prison pour avoir publié un post, il avait publié dans un journal, on aurait attrait le journal et c'est le directeur de publication qui irait se présenter devant le tribunal en amenant M. Nayoum Touré. On ne peut pas venir chercher M. Nayoum Touré en occultant son journal. C'est ça simplement que je voulais dire. La liberté de presse, c'est si vous êtes un réseauteur simple, on vous appelle. Mais pour le moment, ce qui concerne le Burkina, ça concerne la presse. D'accord. Et la presse a des patrons. Inoussa Ouedraogo, sur ce même débat, est-ce que ça voudrait dire que le CSC est un lieu pour les patrons de presse et que tout autre acteur de la presse n'est pas concerné? Les journalistes ne sont pas concernés, même la liberté de presse ne les concerne pas, c'est d'abord les patrons, ce sont les organes. Est-ce que c'est ce qu'il faut entendre par ce débat? Surtout que la loi n'a pas précisé, qui est organisation professionnelle et qui ne l'est pas. C'est vraiment regrettable aussi, une fois de plus, que nous, journalistes, que nous soyons amenés à venir discuter de notre corporation alors que nous devons discuter des difficultés et du quotidien des Burkinabés. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on doit occulter les problèmes qui sont posés, mais ça, ce sont des débats qui devaient être menés au sein des organisations professionnelles. Et maintenant que ça se trouve dans la presse? Maintenant que ça se trouve sur la place publique, je souhaite que nous puissions continuer les échanges entre nous pour aboutir à quelque chose d'utile, au lieu de nous fragiliser. Parce que les médias burkinabés déjà souffrent de suffisamment de précarité et de difficultés. Tu occupes la question, tu ne réponds pas à la question. Est-ce que le SYNATIC et la JB sont à considérer comme étant des organisations professionnelles ou pas? Et on se comprendra. Je dis seulement que quand on parle de clandestinité, moi je suis de la Société des éditeurs de la presse privée. Mais en tant que journaliste, je suis aussi de la JB. Parce que l'AJB, c'est l'association des journalistes du Burkina. Et avant d'être responsable de médias, je suis journaliste. Et j'appartiens à l'AJB. Mais je dis que nous devons, nous aussi journalistes, avoir l'humilité de lire souvent les textes et les affaires qui nous concernent. Au niveau du CSC, on parle de régulation. Moi, je me sentirais concerné au plus haut point à ce débat si on parlait de l'OBM, qui est l'Observatoire burkinabé des médias. Là-bas, on parle d'autorégulation. Et quand il est question de régulation, on peut ne même pas avoir un seul journaliste au CSC, que le CSC ferait bien son travail. J'ai pris l'exemple de la France ici, où en fait, il y a 7 représentants. 3 de ces représentants-là, 3 sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat, et 1, le président lui-même qui est nommé par le président de la République française. J'ai vu qu'au Mali, c'est plus ou moins le cas. J'ai vu qu'au Sénégal, c'est plus ou moins le cas. On est d'accord avec ça. Maintenant, nous sommes dans des difficultés ici du genre, un tel est professionnel, un tel n'est pas professionnel. Est-ce que justement, par exemple, le SYNATIC et la JB aussi ont évoqué la question des correspondances que la présidente du FASO a envoyées directement aux organisations patronales. Est-ce que ce ne serait pas ça la source du problème? Est-ce que si les correspondants étaient allés au ministère du tutelle, le ministère ne saurait pas qui est qui? Je me suis renseigné sur cette question-là et on m'a laissé savoir que le dernier conseil qui a été mis en place sous Alain-Edouard Traoré, c'est parti justement de là. Et après, les uns et les autres ont critiqué Alain-Edouard Traoré comme étant le ministre qui essayait de manipuler, etc., les organisations professionnelles. Et que c'est pour cette raison que la correspondance est venue de la présidence du FASO. Un juriste m'a dit qu'en tous les cas, que ça vienne de la présidence du FASO ou que ça vienne du ministère de la Communication, là n'est pas le débat. Mais je voudrais juste apporter une petite précision pour dire que la CEP a désigné quelqu'un Seni Dabo, qui est en même temps membre de l'AJB.
Oui, mais est-ce que c'est l'AJB qui l'a désigné? Non, le problème, c'est là. C'est pas l'AJB qui l'a désigné. Non, le problème, c'est là. C'est que même ceux qui sont membres de la CEP sont aussi de l'AJB, comme tu le dis. C'est pour Donc, dire en que fait, la question de la clandestinité qui est posée, oui. à mon avis, n'est pas. Mais là, c'est un institut sincère. personnel. Est-ce que c'est l'organisation AJB qui a été concertée? C'est un institut personnel que la CEP désigne quelqu'un, Oui. ça peut aller, mais est-ce que c'est l'organisation AJB qui a été mise en concertation? Non, je constate simplement que l'AJB dit qu'elle n'a pas été D'accord. directement informée. On va finir sur Voilà. ce sujet-là qui est très passionnant, mais c'est bien qu'on en parle aussi, parce que ça nous concerne. Voilà, on ne parle pas que des problèmes des autres ici, mais on parle de nous aussi, nos problèmes. Ali, très rapidement, on a vu quand même, il y a aussi, on peut dire, comme on dit, jurisprudence, hein, quelque part, pour le choix de nos représentants au CNT, donc qui est une institution. On a eu par exemple 2 représentants, Chirissi, donc qui est parti au titre de la CEP, mais on a eu aussi Bakary Koné qui est parti au titre d'un reporter du Faso. Alors dans ce cadre-là, quand on allait faire la concertation, il y avait organisation patronale, il y avait organisation des travailleurs, des journalistes, etc. Alors est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est pas une jurisprudence qui peut valoir? Bon, vous savez... Très rapidement, oui, hein, voilà, 30 secondes. Jurisprudence sans doute, mais il faut repartir sur ce que disent les textes. Les textes disent que le président du Faso désigne, le président de l'Assemblée nationale désigne, le Conseil constitutionnel désigne. Je crois que pour moi, c'est pas tant ça qui est le problème. Appelons un chat. Je crois que c'est la personnalité ou bien le personnage du président du CSC qui fait beaucoup de bruit. C'est le personnage Mathias Tankwano, qui était ancien conseiller spécial du président, qui devient président du CSC. C'est ce qui fait peur. Les gens pensent qu'il vient pour casser du journalisme, il vient pour mettre les médias au pas. Je crois que c'est ce qui effraie. Mais je ne pense pas que ça puisse arriver comme ça, parce que si les journalistes ont eu leur liberté, ce n'est pas dû aux activités des 30 octobre 2014. Je pense que la liberté que les médias ont eue, c'est un peu lié à l'assassinat de Norbert Zongo. Et je ne vois pas un journaliste burkinabé qui va abandonner sa liberté parce que Mathias Tankwano est président du CSC. Je ne vois pas un média burkinabé qui va abandonner sa liberté parce que Mathias Tankwano. Au contraire, Mathias Tankwano a intérêt à être un très bon président du CSC. Sinon, ben, comme on le dit vulgairement, il va manger son mais Ali, est-ce que ce que les organisations disent, les uns et les autres disent, quand par exemple ils estiment que la mise en place de l'équipe de conseil a procédé quand même d'un cafouillage, ça aussi les gens le disent. On a dit que ça n'a pas été consensuel, il y a eu des interventions depuis Kosiam, c'est écrit sur la place publique, ça aussi c'est pas un problème. Il y a eu intervention depuis Kosiam, mais Kosiam intervient depuis quelque temps de façon abusive dans les affaires. D'accord, merci. Voilà. Et je pense que les journalistes burkinabés doivent, à certains moments donnés, faire preuve de beaucoup de personnalité. D'accord. Et non d'être dans la réaction à chaque fois. Évariste, très rapidement, je donne 30 secondes sur le sujet. Oui. Un faux procès fait que la présidence est intervenue. C'est la loi qui permet à la présidence d'intervenir. Et même d'influencer les consensus. Ça aussi, c'est la loi. D'influencer ça, ouais, ça c'est des sous-entendus. D'accord. Mais ceux qui sont sortis, ils l'ont expliqué clairement. Qu'ils ont reçu la correspondance de la présidence, qui les invitait. Mais le problème de fond, c'est quoi qu'on tente d'occulter? C'est le problème de la compétence. Il y a un conflit de compétence entre les organisations représentatives. Qui est plus représentatif pour désigner? C'est ça. Et on le voit sur tous les chéquiers, même au niveau de l'association, de la société civile, quand il s'agit de se retrouver, par exemple, pour les droits humains, vous avez toute une flopée, on ne sait pas qui est compétent, qui n'est pas. Alors, donc il faut revenir sur les textes, il faut organiser tout ça. Oui. Je vais dire, le CSC est une institution république qui permet à 4 instituts d'envoyer des représentants. Oui, ça c'est connu. Oui. Voilà. Dont les 3 sont des institutions républicaines. La présidence du Faso, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Même à eux 3, ils peuvent déjà influencer même le CSC en tant que tel. Oui, parce que là, ils ont 6 déjà. Voilà. C'est connu qu'ils ont 6. Et c'est ça que les gens oublient. Deuxièmement, je pense qu'on fait un faux procès à M. Tankwano. Si vous connaissez son CV, le monsieur, il a travaillé à l'Indépendant de Norbert Zongo. Si vous connaissez le monsieur, il a travaillé à l'événement. Donc le monsieur, ce n'est pas même une personne qui est... Ah ouais? Merci André Jeanne Boudon. Merci André. Je terminais. Je vais dire, la personne n'est pas étrangère à la presse. Mais seulement, je veux dire, il ne faut pas faire de procès d'intention avant d'avoir vu les gens à l'œuvre. Merci. Le procès d'intention ne porte pas sur l'individu, mais porte sur son statut, ses qualités professionnelles, parce que là, il est venu de la présidence du Faso comme conseiller. La mise en place du conseil. Le président du Faso, je termine. La mise en place du conseil
il faut aussi prendre en compte ce que certains ont dit. La mise en place du Conseil est allée à un consensus qui malheureusement a été influencé. Ça aussi c'est connu, hein? Donc il ne faut pas occulter les choses, il faut prendre en compte tout ce qui a été dit. Peut-être que pour que l'institution puisse fonctionner. Alors, je vous remercie sur ces sujets-là. On va terminer sur le plan international. Avec la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a accordé une amnistie donc aux prisonniers politiques de l'après donc crise post-électorale de 2010. Alors, parmi ces 800 prisonniers politiques là, il y a Simone Babo, la femme d'épouse donc de Babo Laurent, et puis il y a aussi Lida Kwasi Moïse, qui était aussi un ancien ministre de la sécurité, et puis un certain nombre. Alors, très rapidement, je voudrais que vous prononciez sur cette mesure d'amnistie d'Alassane Ouattara. Est-ce que le président Ouattara s'est inventé une bouffée d'oxygène, parce qu'on a senti un certain nombre de pressions de l'Union européenne, des partenaires, et en interne aussi il étouffait beaucoup. Est-ce que c'est une manœuvre politique, ou est-ce que c'est une volonté d'aller vers la réconciliation, comme cela a été demandé depuis longtemps? Évariste. Forcément, en politique, rien n'est neutre. Donc c'est une opportunité que M. Ouattara a saisi. Je dis bien une opportunité parce que le contexte en fait s'y prête, mais maintenant ça demande aussi de la volonté, et du réalisme. Et je pense que M. Ouattara, avec sa stature et sa carrure, est un homme assez lucide pour savoir à quel moment saisir les opportunités. Il faut noter que l'amnistie en fait dont il est question porte aussi sur les faits non encore jugés. Effectivement. Voilà. Et ça c'est très important à le dire. Ça veut dire que c'est peut-être une sorte de justice transitionnelle, ou je ne sais pas, puisque c'est des faits qui n'ont pas encore été jugés mais avérés, mais on décide quand même, dans l'intérêt de la nation, de trouver une solution, et c'est en cela que je trouve que c'est très courageux. D'accord. Inoussa ? Oui, ça a été demandé pendant longtemps, la libération des prisonniers politiques qui n'avaient pas encore été jugés, y compris aussi ceux qui ont été jugés. Cette libération-là apporte effectivement une bouffée d'oxygène, y compris au RDR, à toute l'équipe qui est derrière le président Alassane Dramane Ouattara. Il est évident que du point de vue de l'opportunité politique, cela permettra effectivement de résoudre un tant soit peu un certain nombre de problèmes nés notamment de la fissure au sein même de la famille RHDP. Et pendant longtemps, un homme politique comme Guillaume Soro avait chanté la nécessité d'aller à la réconciliation, la nécessité de libérer un certain nombre de prisonniers politiques. Et le président Alassane Dramane Ouattara, en le faisant, effectivement, dévance l'iguane dans l'eau, parce que c'était un argument fondamental et massu que tenaient donc ses opposants pour lui demander donc la libération de ces gens-là. Donc, on peut dire que ça a été bien joué politiquement. Pour la réconciliation, il faut préciser que il y a les catégories, comme le disait Évariste, il y a des détenus, parmi ceux qui ont bénéficié de l'amnistie, il y a des détenus, il y a des jugés ou non, des gens qui n'ont pas été jugés, il y a des condamnés en liberté et certains exilés sur qui pesaient des mandats d'arrêt. Alors, très rapidement, Ali, on a vu aussi que Ouattara a résolu un autre problème en interne, c'est par exemple la libération, l'amnistie aussi, dont a profité Soutoussoul, qui est le chef de protocole de Guillaume Soro. Oui, écoute, je pense que sur cette question, c'était assez difficile pour le président Alassane Dramane Ouattara, l'incarcération de Soutoussoul, parce qu'il faut oublier que Soutoussoul, c'est quand même un personnage clé dans le sérail de Guillaume Soro. Guillaume Soro même a demandé à plusieurs reprises à rencontrer le président Alassane Ouattara pour demander de libérer son ami. Et je pense que, comme l'a si bien expliqué Ponsembo et Inoussa, vu la situation qui devenait assez difficile avec le papier sorti par l'Union européenne qui dépeignait la Côte d'Ivoire dans des situations assez difficiles. À l'intérieur, dans le clan RDR, le conflit avec Guillaume Soro, RHDP avec Bédié. Je pense qu'Alassane Dramane Ouattara, en faisant cette action, se donne un peu d'air. Mais il faut le saluer quand même parce que ça demande un courage politique. Sans ce courage politique, ce n'est pas possible de le faire. Et Maître de Tambela n'est pas là, mais je voudrais emprunter un peu, puisqu'il aime bien l'histoire. Vous savez qu'à une époque donnée, en France, il y avait la peine de mort. Et beaucoup de Français étaient pour la peine de mort, sauf Mitterrand, qui n'était pas là, qui voulait... Voilà, Mitterrand et Badinter, qui étaient contre la peine de mort. Et les sondages disaient que plus de 80% des Français sont pour la peine de mort. Et je crois que le dernier débat
sur l'élection présidentielle, Mitterrand a dit, eh bien moi Mitterrand, si je suis élu président de la République française, je vais abolir la peine de mort. Il est élu, il a aboli la peine de mort, et cette peine de mort qui a été abolie en France profite à tout le monde, même au Burkina Faso, à certains de nos compatriotes. Mais ça, il faut être un homme politique de grande envergure pour le faire, et c'est ce qui manque au Burkina Faso. Alors, André-Eugène Ilboudo, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Réconciliation, Ouattara a fait un pas, il a été courageux, ou c'est simplement aussi un calcul politique qui l'arrange, et on ne peut pas aussi lui en vouloir de faire un calcul? Pour ma part, je pense que pour faire la paix, il faut être plus courageux que pour faire la guerre. Pour faire la paix, il faut être plus courageux que pour faire la guerre. Monsieur Ouattara a été courageux dans ce domaine en prenant un acte qui, quoi que ce qu'on dise, et tout ce qu'il y a comme l'histoire de la Côte d'Ivoire, est un acte courageux. Et je pense que cet acte-là va aider à ressouder les Ivoiriens entre eux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu des morts. Mais je pense qu'un pays qui avance, le rétroviseur sert à regarder de temps en temps si quelqu'un ne vient pas en arrière. Mais on ne peut pas conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans un pays, le passé est plus important que pour l'avenir. Alors justement, sur ça, il y a un aspect qui est important dans cette amnistie-là, c'est le fait que ça concerne aussi bien des gens qui sont jugés, condamnés, et des gens qui n'ont pas encore été jugés. Et c'est une forme de justice transitionnelle. Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est un acte courageux. D'accord. Parce que ça remet tout le monde ensemble. D'accord. Alors, en même temps aussi, en Côte d'Ivoire toujours, c'est comme si c'était un chassé-croisé où on marque des points, on en retire. Alors, le lendemain, c'est le Bédié, Henri Konan Bédié du PDCI, qui se rend chez Ouattara et pour lui annoncer le divorce, donc qui se retire du processus de mise en place du RHDP, qui est donc le parti unifié qu'ils étaient en train de construire, et qui dit, le PDCI qui dit qu'il se réserve le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieux des droits, des libertés et du bien-être de ses populations. Alors, ça devient une autre... Ouais, non, je pense que sur la libération des prisonniers, Alassane Dramane Ouattara il a fait un grand jeu. Il a marqué un grand point. Voilà. Maintenant, sur les accords avec le PDCI, c'est là qu'Alassane Dramane Ouattara ne joue pas franc jeu. Parce que normalement, quand il dit qu'il va céder le pouvoir à une nouvelle génération, je crois que ce n'était pas à lui de le dire. C'était à Bédié, puisque dans leurs accords secrets, c'était autour du PDCI d'être le candidat du RHDP. Donc je crois qu'Alassane... Mais pourquoi Bédié au lendemain oui, mais Bédié a compris comme s'il les répliquait. Oui, mais ils sont en politique. Alassane Ouattara vient de marquer des points en libérant des prisonniers. Lui aussi, il va dire à Alassane Ouattara, écoute, notre deal que nous avions fait, je ne tiens plus parce que bon, dans tous les cas, on n'a plus de prisonniers, on n'a plus d'ennemis communs face auxquels on faisait front commun. Donc moi, je me retire de ce deal puisque toi-même tu ne veux pas le respecter. Alors, Inoussa, est-ce que dans cette donc pour dire tout simplement que ce sont les jeux politiques, les mécanismes qui se remettent en place. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais enfin, la situation est en train de bouger en Côte d'Ivoire. Très rapidement, Inoussa, est-ce que tout ça ne tourne pas autour du FPI qui est devenu aujourd'hui la bonne dame à prendre? Parce que Bédié se rapprochant donc des gens du FPI, alors Alassane qui va vite libérer Simone Gbagbo, qui est une icône également du FPI, est-ce que quelque part tout tourne pas autour de la récupération du FPI? Absolument. Ces 15-20 dernières années, toute la politique ivoirienne d'ailleurs tourne autour de ces trois baobabs, pour emprunter le terme de M. Zéphirin Diabré. Donc chaque fois les deux se retrouvent pour combattre un. Et nous sommes dans ce schéma-là aujourd'hui de voir le PDCI qui, à défaut d'avoir réussi son mariage avec le RDR, repart chez son ancien amoureux, le FPI, parce qu'à un moment donné, ils ont collaboré pour mettre à l'écart le RDR. C'est des géopolitiques, c'est des alliances, mais le plus important, c'est de mettre l'intérêt supérieur des Ivoiriens au-dessus de André Géniboulou. Non, je crois qu'il a bien résumé la situation. De la façon au Burkina ici, on l'a vu après l'insurrection. Hein. Les gens étaient ensemble, après ça n'a pas marché. Et puis après... Ce qui est surtout louable, à mon avis, c'est la franchise aussi de Bédié qui va dire... Bon, à partir d'aujourd'hui, on signe notre acte de divorce. Ça, c'est très élégant politiquement. D'accord. Alors oui. Ouais, mais le divorce, ça, on voyait venir. Hein, parce que la maison commune avait déjà pris un coup de fissure et on voyait venir. C'est comme pour les élections municipales où un ultimatum a été lancé donc
aux membres en fait qui sont du PDCI, qui sont ministres, qui sont dans le gouvernement, de démissionner, à défaut de quoi. Bon, ça c'est le jeu qui continue. Hein. Maintenant, au finish, quelle va être la reconfiguration? Parce que c'est sûr que le paysage va se même au niveau même du FPI, parce que vous avez la tendance qui est restée fidèle et la tendance qui est restée fidèle. Abdraman voilà, Sangari. donc c'est sûr qu'il y aura une recomposition même du paysage. Hein. D'accord. Alors on va donc terminer au plan international. C'est aussi une nouvelle, on va dire, très importante. Joseph Kabila, qui longtemps à qui on a prêté des intentions de vouloir rester au pouvoir, a finalement renoncé. Il a plutôt choisi son dauphin. Son dauphin, c'est Ramazani Chadari, qui était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est aussi secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD. Il est donc député élu en 2011. Alors c'est un personnage qu'il a choisi, et toute la communauté internationale a salué l'acte posé par Kabila. Donc, quelle analyse vous avez dessus? Là aussi, c'est un courage politique. Oui. André Jaïboudou. Moi, je disais d'abord que Kabila m'a toujours intrigué. Parce qu'il ne parle pas, il ne se promène pas. Il avait dit un jour que la Constitution ne serait pas modifiée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quelqu'un qui respecte la loi devient un événement. Parce que la Constitution a dit vous avez 2 mandats à faire et puis vous circulez. Oui, mais on n'oublie pas qu'il y a eu quand même les marches, la SEMCO, etc. Oui, et 40 morts. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas que les Africains continuent à prendre ce qui est normal pour ce qui n'est pas normal. Au contraire, les gens vont dire, mais il a bien fait semblant de respecter ce qu'il avait dit de faire. Bravo à lui, il n'a qu'à partir. On ne doit pas monter ça en épingle pour que ça devienne comme si c'était quelque chose. Mais c'est une bonne pratique, parce qu'à côté, vous avez des mauvais exemples. Vous avez Kourouziza qui est au Burundi, qui n'a pas bougé, il y a eu beaucoup de morts. Vous avez des cas. Est-ce que ce n'est pas un bon exemple à promouvoir auprès d'autres chefs d'État, genre... aux Africains, quand quelqu'un respecte sa parole, c'est ça qui est bien. Ça aurait été le contraire qui n'est pas bien. Mais or, si on nous fait croire que le fait qu'il ait respecté la parole et la Constitution, c'est ça qui devient l'événement là, ça veut dire qu'on met dans la tête des gens qu'ils peuvent ne pas respecter. Merci. Alors, André, Évariste Konsebo. Ne soyons pas dupes. L'intention originelle de M. Kabila avait toujours été de s'accrocher au pouvoir. Okay. Et pour ce faire, il s'est débattu, il y a même eu des cadavres pour pouvoir rester. Et on a vu que la géopolitique a quand même un peu bougé. Souvenez-vous de la rencontre entre Macron et Kagame. Ici même, nous l'avons dit que les choses allaient bouger. Par la suite, il y a eu Macron qui a rencontré donc le président angolais, qui sont des grands alliés et des poids lourds dans la région. Il s'en est suivi la libération de Bemba. Donc, en fait, il est devenu réaliste et il n'avait pas le choix que d'accepter donc ce plan B. C'est son plan B qui met, mais soyons quand même un peu prudents. Une seconde, Ali, sur ce sujet. L'enseignement que je tire aussi, c'est le fait que, pour aller dans le sens que les autres, en définitive, regardez un peu les sujets sur lesquels nous avons discuté, c'est des sujets qui conduisent toujours au pouvoir. C'est la conservation du pouvoir. Le peuple, le développement, l'avenir de nos sociétés, ce n'est pas la préoccupation de nos sociétés. Mais quand Kabila laisse le pouvoir, il ne pas qu'il y ait beaucoup de morts, que la démocratie bouge, c'est pour les peuples, non? Justement, on va mener des débats de développement, de l'avenir, etc. L'Afrique va bouger. Merci. Ali, pour terminer. Pour prendre une expression des journalistes sportifs, c'est une fin de corps que Kabila a fait et c'est tant mieux pour la démocratie, en RDC et en Afrique d'ailleurs. Il a vu venir Jean-Pierre Bemba. Bon, il a cherché un de ses fidèles. Bon, on va voir si le jeu sera merci à vous. Merci à vous. On est au thème donc de cette émission. Voilà. Merci à vous tous. On va continuer le débat après le plateau. Merci donc à vous donc d'être venus sur ce plateau-là pour débattre des sujets et apporter l'éclairage au niveau du public. En tout cas, on était autour de ce plateau-là de Presse Éco. J'étais donc avec Évariste Konsebo. Évariste Konsebo est chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, qui est un journaliste spécialisé. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens, FORAC. Merci d'être venu, Évariste Konsebo. Et puis, André Eugène Yudo, il est directeur de la radio des écoles. Il est aussi président de l'association des médias communautaires. Merci, André Eugène Yudo, d'être venu. Et puis, Inoussa Oudraogo, journaliste, directeur de publication de Bendre, un hebdomadaire d'information, d'analyse et d'investigation qui paraît les lundis, mais en attendant qui est en vacances. Merci, Inoussa, pour les vacances. Et puis,
Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien présentateur du journal. Je voudrais, avant qu'on ne se quitte, vous parler donc de la lettre du Faso. La lettre du Faso est un journal, donc est un hebdomadaire burkinabé. Nous sommes là au numéro 003, donc la lettre est promise par Herman Ouedraogo, un jeune journaliste, donc qui fait ses premiers pas dans l'édition. La lettre du Faso, vous pouvez lire déjà des titres comme si le CDP revient au pouvoir, il n'est pas certain que ce soit la paix pour tout le monde. Voilà, pour beaucoup de gens. Ça, c'est Luc Ibriga. C'est la dernière parution. Vous pouvez l'acheter et puis lire ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi 35 ans après l'impact demeure, Thomas Sankara. Alors, donc c'est un journal qui vient donc d'être lancé par un jeune confrère. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un presse écho avec possibilité donc d'interagir avec le public. En attendant, je vous dis merci et à la semaine prochaine sur Dieu le veut.